Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur la 7. En tête de l'actualité ce soir, l'ancien ministre de l'administration territoriale Pascal Boudjouna est rappelé aux affaires. Un retour confirmé par décret présidentiel, on y revient. L'État togolais maintient son engagement en faveur du désenclavement des zones rurales, visant ainsi une croissance économique robuste et pérenne. Le point dans un instant. À l'international, une tension grandissante au Kenya où un bras de fer oppose le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Le président William Ruto est accusé d'intimidation envers les juges pour favoriser son gouvernement. Vous aurez les précisions dans ce journal. Puis, une victoire majeure dans la lutte contre le paludisme. Le Cap-Vert a été officiellement déclaré exempt de paludisme par l'Organisation mondiale de la santé, devenant ainsi le 3e pays africain à atteindre ce statut. Nous y reviendrons. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'ancien ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, Pascal Boudjouna, est revenu aux affaires, en retour confirmé par décret présidentiel. Après plusieurs années de silence, l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, revient à la présidence, cette fois sous le titre de conseiller spécial chargé des affaires politiques. Le récit de Kofi Klegi. Monsieur Pascal Akousoulelou Boudjouna est nommé conseiller spécial chargé des affaires politiques. C'est par cette affirmation du décret présidentiel signé le 29 décembre 2023 que l'ancien ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, revient aux affaires. Si cette nomination surprend certains, pour d'autres, elle était prévisible depuis 2020. Pascal Boudjouna, alors ministre de l'administration territoriale, a été inculpé dans une affaire d'escroquerie internationale. Il sera placé sous mandat de dépôt le 1er septembre 2012. En avril 2013, il obtint une liberté provisoire, mais il retournera à la prison en août 2014 pour n'en sortir qu'en février 2015. Après sa sortie de prison, l'homme politique s'était imposé un silence que d'autres qualifieraient de repos sabbatique. À partir de mai 2020, le rapprochement avec le pouvoir de Faure Gnassingbé se faisait voir dans les grandes manifestations culturelles et politiques. Le 29 décembre 2023, l'ancien ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement et ancien directeur de cabinet, fait son retour dans l'arène politique avec un nouveau portefeuille. Conseiller spécial chargé des affaires politiques. Même si d'aucuns pensent que c'est pour les élections en vue, rien pour le moment ne justifie cette hypothèse. Le taux de desserte en eau potable au Togo évolue au fil du temps. Que ce soit en milieu rural, semi-urbain ou urbain, l'État togolais prévoit pour le compte de cette année une vingtaine de milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau. Plus de détails. En 2025, le pays veut atteindre un taux de desserte nationale en eau potable de 85%. Pour atteindre cet objectif, l'exécutif prévoit pour cette année 2024 injecter 18 milliards de francs CFA. Cette dotation prévisionnelle est en hausse de 5,8% par rapport à celle de 2023, établie à 17 milliards de francs CFA. Il s'agit à cet effet de construire 850 forages équipés de pompes à motricité humaine pour permettre à plus de 200 000 personnes en milieu rural d'avoir accès à l'eau potable d'ici à la fin de 2025. Rappelons qu'en 2022, plus de 300 pompes hydrauliques ont été réalisées au nord du pays avec 400 forages toujours dans la région septentrionale grâce au projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural des régions de la Kara et des savanes Pasco. Aussi, l'on peut ajouter la construction de 602 postes à énergie solaire sur l'ensemble du territoire.
L'État togolais maintient son engagement en faveur du désenclavement des zones rurales, visant ainsi une croissance économique robuste et pérenne. Diverses initiatives sont déjà en cours dans le secteur afin de faciliter la mobilité entre les zones rurales et urbaines. En 2024, le gouvernement prévoit d'intensifier ses investissements dans l'extension du réseau de pistes rurales, le constat de Bernard Canvi. Afin de contribuer à l'accroissement des revenus des ménages, exploitants agricoles, transportants et commerçants, puis à l'embellissement de toutes les régions du Togo, les autorités du pays ont mis en place plusieurs projets de désenclavement des zones rurales pour une croissance économique forte et durable. En novembre 2022, par exemple, le programme de désenclavement et des pistes rurales établissait un bilan de 680 km de pistes aménagées et 1270 km entretenus sur le réseau existant. Pour cette année 2024, plusieurs autres projets de désenclavement des zones rurales devront être réalisés. En effet, un investissement de 53 milliards de francs CFA est prévu au profit du ministère du désenclavement et des pistes rurales. Ces fonds devraient servir à financer les travaux de construction de 21 points dans le cadre de la politique de désenclavement des zones rurales. Outre l'accès aux services socio-économiques de base et l'écoulement des produits agricoles que vont bénéficier les populations rurales, cette enveloppe financière va également couvrir des travaux afin d'atténuer la situation dégradante de plusieurs ouvrages de franchissement et tronçons prioritaires du réseau des pistes rurales dans le pays. Pour rappel, à l'horizon 2025, le Togo va connaître l'extension de 4000 km de pistes rurales, dont 2000 km particulièrement dans les zones de production cotonnière et de café-cacao. Au-delà de nos frontières, au Kenya, un bras de fer oppose le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Le président William Ruto est accusé d'intimidation envers les juges pour favoriser son gouvernement. En réaction, la Law Society of Kenya a organisé une manifestation pacifique. La pression est forte pour que le président Ruto respecte la Constitution et les décisions judiciaires. Reportage. Au Kenya, un conflit oppose actuellement le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Cette situation découle des déclarations du président William Ruto accusant le pouvoir judiciaire de collaborer avec des individus anonymes pour saboter les politiques de son gouvernement à travers des ordonnances judiciaires. Toutefois, une faction d'avocats lui demande de nommer ses juges. La maxime juridique a toujours été que celui qui allègue assume la charge de la vérité. Lorsque des allégations sont formulées accusant directement quelqu'un d'avoir commis quelque chose, la seule manière pour nous de croire en vos dires est de présenter des preuves. Permettez-moi de vous donner un exemple. Les juges sont nommés selon un processus et leur départ est soumis à une procédure stipulée dans notre Constitution. L'Ordre des avocats du Kenya a organisé une manifestation pacifique contre le président, considérant ses propos comme une ingérence dépassant son mandat de défense de l'état de droit. Le président de l'organisation juridique affirme que les remarques de William Ruto pourraient plonger le pays dans l'anarchie. Si le président sous-entend qu'en tant que Kenyan, il peut choisir de suivre ou non une décision judiciaire, qu'est-ce qui le distingue de n'importe quel autre citoyen qui déclare « Nous n'allons pas obéir à ces décisions. La voie que nous avons empruntée ne peut conduire qu'à l'anarchie. » L'opposition estime que le président cherche à intimider les juges pour qu'ils rendent des décisions favorables à son gouvernement uniquement. Le Kenya est un pays d'importance non seulement régionale mais aussi continentale et mondiale. Par conséquent, s'il advient que le Kenya permette une situation où les juges sont intimidés pour rendre des décisions qui avantagent exclusivement l'exécutif, nous aurons perdu la partie. La présidente de la Cour suprême a répondu au président William Ruto, soulignant que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont des branches égales du gouvernement et que les juges s'acquitteront de leurs fonctions sans crainte ni faveur. La pression s'intensifie sur le président Ruto pour qu'il respecte la Constitution et obéisse aux décisions judiciaires.
Une victoire majeure dans la lutte contre le paludisme. Le Cap-Vert a été officiellement déclaré exempt de paludisme par l'Organisation mondiale de la santé, devenant ainsi le 3e pays africain à atteindre ce statut. Cette avancée historique offre un espoir dans la lutte contre cette maladie. Le Cap-Vert a été proclamé pays sans paludisme par l'Organisation mondiale de la santé. L'archipel ouest-africain a reçu sa certification au cours d'une cérémonie vendredi en présence du directeur général de l'OMS. La situation mondiale n'est pas propice aux réjouissances, mais je pense qu'aujourd'hui nous avons une raison de sourire. Nous avons une bonne nouvelle à célébrer et nous espérons en avoir plus en 2024. Comme vous le savez, le paludisme est l'une des plus anciennes maladies connues. Elle afflige l'humanité depuis des millénaires. Elle est présente au Cap-Vert depuis que l'archipel a été peuplé au XVe siècle. Mais désormais, nous parlerons du paludisme au Cap-Vert au passé. Et c'est avec un grand plaisir que je vous annonce qu'après l'étude du groupe consultatif technique de l'OMS sur l'élimination et la certification du paludisme et du groupe consultatif politique de l'OMS sur le paludisme, j'ai certifié le Cap-Vert comme exempt de paludisme. Lors de la cérémonie, Ulysse Correa et Silva, le Premier ministre du Cap-Vert, s'est montré satisfait de cette avancée qui va changer le panorama de la santé publique dans son pays. C'est un moment historique que nous célébrons, une étape importante, avec un impact positif sur la santé et la qualité de vie des Cap-Verdiens, ainsi que sur la réputation internationale de notre pays. Pour une nation dont le tourisme est l'activité économique principale, l'élimination du paludisme signifie la levée d'une contrainte sur la mobilité, l'élimination d'une perception négative et le renforcement de la confiance sanitaire. Le Cap-Vert rejoint ainsi Maurice et l'Algérie en tant que 3e pays africain à éradiquer le paludisme. L'Ouganda devra détruire 5 millions de doses de vaccins anti-Covid périmés acquis grâce à un prêt de la Banque mondiale en raison de la livraison tardive, des conditions de conservation inadéquates et de la réticence des populations aux vaccins. Plus de détails. Pour l'Ouganda, c'est une énorme perte. Le pays doit détruire plus de 5 millions de doses de vaccins anti-Covid périmés. Des produits acquis grâce à un prêt de la Banque mondiale. La quantité représente 6,7 millions d'euros, alors que la destruction des vaccins périmés peut coûter jusqu'à $8 le kilo, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les responsables du ministère de la Santé à Kampala pointent la livraison tardive de ces doses, dont le délai de péremption est très court. Mais les conditions de conservation et la réticence des populations au vaccin figurent aussi parmi les causes de ce gâchis. Même si le ministre ougandais de la Santé a affirmé en octobre que quelques 59% de la population ougandaise éligible est entièrement vaccinée contre le Covid-19. D'autres médicaments, notamment les antirétroviraux, estimés à 8,6 millions de dollars, ont périmé en raison des changements des recommandations de l'OMS. Un rapport contrasté de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel est présenté par Leonardo Santos, chef de bureau des Nations Unies pour la région. Des progrès démocratiques notables sont observés. Cependant, des défis sécuritaires persistent, en particulier au Mali, au Burkina et au Niger. De plus, l'incertitude plane sur le processus de transition au Mali. Plus de détails dans ce reportage. Devant le Conseil de sécurité, Leonardo Santos Simayo, le chef de bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, a dressé un tableau de la situation dans cette région qui oscille entre consolidation des acquis démocratiques dans certains pays et la persistance des défis sécuritaires dans d'autres, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Au cours de ces
de ces derniers mois, la situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel a été marquée par des évolutions contrastées. D'une part, des progrès significatifs ont été enregistrés en matière de consolidation de la démocratie, répondant ainsi au désir du changement porté par une jeune génération de plus en plus exigeante. Le représentant spécial a noté la reconfiguration des mécanismes de sécurité régionaux dans la région découlant du retrait de la mission de l'ONU au Mali, du départ des forces étrangères et de l'incertitude autour du G5 Sahel depuis le départ du Niger et du Burkina Faso. Alors que nous nous dirigeons vers un Mali post-MINUSMA, nous devons faire le point de cette expérience de 10 ans et tirer les leçons nécessaires pour un avenir qui approche à grands pas. En tant qu'héritage de la MINUSMA, l'ONU continuera de jouer un rôle clé en faveur du peuple malien. Nous demeurons déterminés à respecter cet engagement. Le représentant du secrétaire général de l'ONU s'est en outre engagé avec son bureau à défendre le dialogue en vue de l'accélération du retour à des ordres constitutionnels dans la région du Sahel. Le Fonds monétaire international FMI prévoit un atterrissage en douceur de l'économie mondiale. Il a annoncé en mi-octobre dernier s'attendre à une croissance de 3% pour 2024. L'organisme met également en garde les dirigeants contre les défis futurs. Les précisions. Le Fonds monétaire international s'attend à un atterrissage en douceur de l'économie mondiale cette année. Mi-octobre, le FMI avait annoncé s'attendre à une croissance de 3% pour 2024, mais le fonds l'a révisé régulièrement à la hausse grâce à une bonne tenue de l'activité économique mondiale. Jusqu'à présent, l'économie mondiale a été relativement résiliente. Nous nous attendons à ce que cette résilience se poursuive jusqu'en 2024. De son côté, l'inflation diminue. Les marchés du travail, eux, continuent d'être résilients. Bien sûr, les nouvelles ne sont pas toutes bonnes, car cette résilience avec une croissance qui tourne autour de 3% l'année dernière est à moyen terme et bien inférieure au taux de croissance moyen mondiaux précédents qui était d'environ 3,8%. Nous avons donc du pain sur la planche pour relancer la croissance mondiale, en particulier à moyen terme. Pour se préparer au mieux aux chocs et défis futurs, des responsables égyptiens ont rencontré le FMI pour discuter des réformes économiques dans le contexte du conflit actuel à Gaza. Notre équipe est en train de discuter avec les autorités d'un ensemble de politiques qui soutiendraient l'achèvement des revues du mécanisme élargi de crédit MEDC que l'Égypte a conclu avec le fonds. L'engagement fort que nous avons eu avec les autorités a permis de réaliser des progrès importants dans les discussions et nous nous attendons à ce que ces discussions se poursuivent afin de rendre opérationnelles les priorités politiques clés. À la fin du mois, une actualisation de ces prévisions sur la croissance mondiale sera dévoilée en Afrique du Sud. Aujourd'hui a démarré la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec le match opposant la Côte d'Ivoire, le pays hôte et la Guinée-Bissau à Abidjan. Les Lions du Sénégal, champions en titre de la CAN, arrivent dans cette compétition avec l'espoir de garder leur titre malgré les défis qui les attendent. Le match d'ouverture contre la Gambie est crucial pour l'équipe de Sadio Mané qui tentera d'éviter le syndrome de champion en titre tout en suscitant une grande confiance au Sénégal. Suivez plutôt. Au Sénégal, le sacre de 2022 à la Coupe d'Afrique des Nations résonne encore dans les esprits. Avec un statut de champion en titre, les Lions débarquent en Côte d'Ivoire, les bagages chargés de défis. Ils laissent derrière eux des Sénégalais qui n'ont Dieu que pour une deuxième étoile consécutive. On attend beaucoup de première chose, de conserver notre titre comme champion d'Afrique. On connaît la qualité de nos joueurs. On est confiant. On espère que la Coupe reviendra au Sénégal. J'espère que le Sénégal va conserver le titre. Conserver le titre, le rêve de tout un pays, mais dans une compétition qui s'annonce particulièrement relevée, les supporters sénégalais savent que la reconquête ne sera pas un combat de tout repos, même si l'optimisme reste grand.
La compétition sera très difficile. Ils doivent savoir que le football s'est développé maintenant et que leur principal objectif est la confirmation de notre titre de champion. Ils peuvent le faire parce que nous avons une ossature qui peut montrer que nous sommes champions d'Afrique. Ils doivent savoir que nous partons en guerre. Rien ne nous sera donné. Toutes les équipes qui vont jouer le Sénégal seront très galvanisées. Mais l'équipe a gardé la même ossature que celle qui a remporté la CAN il y a 2 ans. Il n'y a que 3 ou 4 changements, donc on ne doit pas avoir peur. Les Lions du Sénégal vont entamer la défense de leur titre ce lundi face à la Gambie. Un match très important pour la Banda Sadio Mané qui tentera d'éviter le syndrome du champion en titre. On a encore en mémoire ce qui est arrivé à l'Algérie lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais à Dakar, comme partout ailleurs au Sénégal, la confiance reste de mise. C'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.